Des recrues à faible QI envoyées à l'abattoir. La force physique, l'intelligence et le courage sont peut-être quelques-unes des qualités généralement exigées chez le soldat idéal. Mais en temps de guerre, un pays désespéré peut juger nécessaire d'assouplir ses critères afin de grossir ses rangs avec plus de soldats. Pour faire simple, les rêveurs qui s'asseyaient habituellement au fond de la classe sont soudainement devenus des candidats possibles pour le service militaire, suivis de quelques années d'opérations de combat brutales à l'étranger. Les autorités trouvaient plus commode de fermer les yeux lorsqu'une personne échouait à un examen d'anglais, si cela signifiait qu'elle pouvait désormais être envoyée combattre en première ligne au Vietnam. Et dans les années 1960, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le secrétaire à la défense américain, Robert McNamara, a mis en œuvre un plan visant à augmenter considérablement le nombre de soldats américains au Vietnam, grâce à son Project 100,000, que ses détracteurs appelaient plus cruellement les idiots de McNamara. La guerre du Vietnam était, à sa base, une guerre par procuration entre l'Union soviétique communiste et les États-Unis. Deuxième d'une série de conflits qui allait devenir connue sous le nom de guerre d'Indochine. La guerre du Vietnam a duré de 1955 à 1975 et était le résultat des efforts du Nord-Vietnam pour prendre le dessus sur le Sud-Vietnam. Soutenu à la fois par l'Union soviétique et la Chine, le président du Nord-Vietnam, Ho Chi Minh, cherchait à unifier tout le pays sous un régime communiste. Cependant, le président Ngo Dinh Diem, le dirigeant du Sud-Vietnam, voulait modeler son pays selon les idéaux occidentaux et rejeter fermement le programme du Nord, accueillant ouvertement l'aide militaire des États-Unis. Pendant la guerre, Robert McNamara a occupé le poste de secrétaire à la défense des États-Unis, servant sous les présidents John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson de 1961 à 1968. Pendant son mandat, il a exercé une influence considérable sur l'expansion du rôle de l'Amérique au Vietnam, et a préconisé une implication continue dans le conflit pendant plusieurs années. Sa volonté de dépenser d'énormes sommes d'argent pour les troupes et les ressources a été motivée par sa prise de conscience que si les Nord-Vietnamiens prenaient le contrôle total du pays, la région géographique plus vaste serait confrontée à une déstabilisation massive due au communisme. Cela conduisait souvent à une approche autoritaire lorsqu'il était à la table politique. Dans un cas notable, il a joué un rôle crucial dans l'élargissement de l'implication de l'Amérique dans la guerre, convainquant le président Kennedy d'augmenter le nombre de soldats américains stationnés au Vietnam en tant que conseiller, passant de 900 à plus de 16 000. La menace venant du Nord l'a occupé pendant toute la durée de la guerre, s'inquiétant sans cesse de la déstabilisation de l'Asie du Sud-Est si le communisme devait l'emporter sur les idéaux occidentaux. Malgré l'augmentation de la conscription, en 1966, McNamara et les États-Unis peinaient avec leurs efforts dans le pays, et la situation devenait de plus en plus sombre. Après avoir subi un nombre massif de pertes, les États-Unis ont compris que les Nord-Vietnamiens étaient réellement une force avec laquelle il fallait compter. En 1965, Robert McNamara s'est rendu lui-même dans le pays, et il aurait été horrifié par ce qu'il a découvert. Il a dit au président Johnson que, d'ici le début de 1966, il devrait envoyer au moins 100 000 soldats supplémentaires pour avoir le moindre espoir d'assurer une victoire sud-vietnamienne. Réalisant que les États-Unis faisaient face à une crise potentielle, Robert McNamara a eu une idée qu'il pensait pouvoir à la fois aider à mettre fin à la guerre du Vietnam et offrir une formation et des opportunités aux personnes non éduquées et aux pauvres. En octobre 1966, il a lancé le projet 100 000, qui consistait à enrôler des hommes qui avaient auparavant été écartés de la conscription en abaissant les critères d'admission. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait avoir un QI de 80 ou plus pour pouvoir s'engager dans l'armée. Mais McNamara avait compris qu'il fallait abaisser plusieurs critères, comme le score minimum au test de qualification des forces armées et l'exigence d'un diplôme, pour obtenir la main-d'œuvre supplémentaire voulue. Le score requis pour le test a été considérablement réduit de 6% et les soldats n'avaient plus besoin d'avoir réussi les examens du lycée. Cela signifiait que ceux qui n'avaient pas atteint le niveau requis auparavant se retrouvaient soudainement éligibles, même s'ils n'étaient pas forcément aptes pour le poste. L'objectif était d'enrôler 40 000 de ces hommes la première année, puis 100 000 chaque année par la suite. McNamara les appelait ces hommes aux nouveaux critères, mais pour tout le monde, ils étaient connus sous le surnom cruel de « les idiots de McNamara ».
Ces réformes incluaient désormais des hommes ayant des handicaps physiques ou une capacité mentale limitée, ainsi que ceux issus de milieux socio-économiques défavorisés, qui n'avaient jamais eu de réelle chance de poursuivre leurs études. La majorité avait aussi à peine 20 ans tout juste entrés dans l'âge adulte, et étaient assez naïfs pour croire aux promesses de McNamara. Lorsque McNamara a présenté le projet 100 000, il n'a même pas mentionné la possibilité d'être envoyé au combat. Au lieu de cela a été présenté comme une chance pour les défavorisés d'améliorer leur éducation et leur statut socio-économique, avec la promesse d'un avenir radieux après l'accomplissement de leur service militaire. Une fois en formation militaire, ces hommes étaient soumis aux mêmes attentes et exigences que tout soldat. 3 caractéristiques ont ensuite été créées pour les hommes du projet 100 000. Premièrement, pour les apprenants lents. Deuxièmement, pour ceux ayant des problèmes de santé mentale, émotionnelle ou un manque de motivation. Troisièmement, pour ceux en sous-poids ou en surpoids ayant besoin d'une routine de remise en forme. Après identification de ces problèmes, ils rejoignaient l'entraînement de base standard de l'armée américaine, puis étaient affectés à une composante des forces armées. En mars 1969, il y avait environ 190 000 hommes répondant aux nouvelles normes de McNamara prêts à être intégrés dans les forces armées. Il n'est pas surprenant que 71% de ces hommes aient été recrutés par l'armée, qui constituait l'essentiel des forces combattantes au Vietnam. Ces hommes avaient auparavant été rejetés ou jugés inaptes au service avant la décision de McNamara d'abaisser les critères. En d'autres termes, ils n'étaient pas l'élite censée renverser le cours de la guerre. Beaucoup étaient simplement incapables de faire plus que ce qui était exigé pour le combat militaire de base, mais se sont tout de même retrouvés envoyés au Vietnam dans l'armée. McNamara et, par association, le président Johnson, visait les couches les plus vulnérables et les plus pauvres de la société, afin de protéger les classes moyennes d'une mobilisation pour le service actif. Le gouvernement parlait d'un succès, mais la réalité était bien plus troublante. Dans l'ensemble, les soldats du projet 100 000 étaient 3 fois plus susceptibles de mourir au combat, et ceux qui survivaient souffraient énormément pendant et après la guerre. Tout au long de sa mise en œuvre, le programme a été considéré comme controversé. Aujourd'hui, il est reconnu comme une mesure désespérée au mieux, et comme une exploitation terrifiante par le gouvernement américain au pire. McNamara a sans honte promis à ces personnes un avenir radieux. Il les a remplis de rêves d'une vie meilleure, d'emplois décents et de logements dont ils pourraient être fiers. Leur dossier de service militaire était censé être quelque chose dont ils pourraient être tout aussi fiers. La réalité était tout le contraire. En plus de subir davantage de pertes, les soldats du projet 100 000 de McNamara étaient traités injustement pendant leur séjour au Vietnam et étaient plus susceptibles de recevoir une libération sous des conditions autres qu'honorables, une fois leur service terminé. Des choses pour lesquelles d'autres soldats ordinaires auraient simplement été réprimandés, comme se saouler, répondre à un supérieur ou négliger d'exécuter un ordre, devenaient des motifs de sanctions sévères pour les 100 000 de McNamara. Ces sanctions suivaient les soldats et affectaient l'ensemble de leur dossier militaire. À la fin du projet en 1971, environ 180 000 soldats avaient été renvoyés de l'armée à cause de ces mesures. Malheureusement, le traitement sévère ne s'est pas arrêté là. Après la fin de la guerre du Vietnam, de nombreux anciens combattants ont été maltraités par une population américaine en colère et marginalisée, dont la perception de la guerre était devenue défavorable au gouvernement. Ceux revenus du front ont découvert que seuls les soldats libérés honorablement pouvaient obtenir les avantages promis. Par conséquent, de nombreux hommes du projet 100 000 n'étaient pas éligibles. Pire encore, beaucoup d'entre eux ont constaté qu'ils étaient désormais dans une situation pire qu'avant la guerre, avec 20 270 anciens combattants souffrant de blessures de guerre et 500 autres ayant subi des amputations à cause de leurs blessures. Cependant, rien de tout cela ne prend même en compte le traumatisme psychologique qu'ils ont subi à la suite des atrocités auxquelles ils ont assisté au Vietnam. Après la fin de la guerre du Vietnam, la popularité de McNamara a décliné. Malgré tous ses efforts pour mettre en avant les succès de son projet, le public était resté critique à l'égard de ses actions. Bien qu'il ait reconnu ses échecs publiquement au cours des décennies qui ont suivi, il n'a jamais présenté d'excuses officielles. Il a continuellement omis un groupe dans ses explications et ses excuses concernant sa conduite pendant la guerre. Les hommes du projet 100 000 nouveaux standards.